Jalut, qui est là sur ma gauche, qui est un nouvel arrivant que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit qu'il allait nous dire quelques mots sur une idée qui est une nouvelle démocratie. On en a parlé les fois précédentes avec les interventions d'Yvan Blot, et puis à chaque fois ça revient un petit peu. Mais là, je pense qu'en 5 minutes, puisqu'on est un petit peu de retard, notre ami Alain Jalut va pouvoir nous expliquer Daniel Jalut. Ce qu'il voulait dire. Pardon, Daniel. Voilà, alors je me présente en 2 secondes. Moi, je suis un jeune retraité. J'ai une partie de vie militaire. Je suis un ancien major de l'armée de terre. Et puis j'ai une partie civile. Je suis un formateur en communication, management et sécurité du travail. Et le lendemain de ma retraite, moi j'appelle ça l'activité libre, j'utilise pas le mot retraite, eh bien j'ai écrit un bouquin, un plaidoyer qui s'appelle « Allons enfants de la patrie », pour exprimer une colère et aussi donner une piste. Je trouve que mon pays s'abîme de plus en plus, j'en suis désolé, comme vous certainement. Et j'ai essayé d'imaginer un système qui permettrait de refaire fonctionner la France. Et ce système, eh bien, contrairement à vous, je fais pas du rentre-dedans, mais j'essaye de créer une expression directe en France. Alors, comment donc j'invente un système. Je dis la gauche contre la droite, ça suffit. Je te mets ma main sur la figure, tu mets ma main sur la figure, ça suffit. Et j'invente un système. Et ce système, il se veut comment? Il se veut un élément qui nous a décidé à travailler ensemble, un système d'expression directe. Alors, comment ça marcherait? Eh bien, tout simplement, je veux supprimer la guerre des partis. Et je veux que, au niveau des élections, ça se passe autrement. Alors c'est une idée, il faut en débattre. J'aimerais provoquer des réunions de travail là-dessus. Pour chaque élection, parce que mon système marche pour toutes les élections, municipales, cantonales, départementales et aussi nationales, eh bien c'est simple. Plutôt que de se battre gauche contre droite, eh bien on présente des gens, on présente à des électeurs des thèmes à débattre, des thèmes au niveau national pour l'élection présidentielle ou pour les législatives ou pour les municipales, à chaque niveau des thèmes différents bien évidemment. Et ces thèmes, eh bien on les décline, les partis politiques les remplissent. Le thème de la sécurité, si c'est l'élection présidentielle, la sécurité pour la gauche, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour la droite, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour les libéraux, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, à chaque thème, des propositions. Et puis, on a donc, au niveau du vote, un deuxième vote qui va prendre en compte les résultats du premier. C'est-à-dire que si je dis il faut plus, par exemple, beaucoup plus d'argent pour la sécurité intérieure, en supposant que ce soit un thème de sécurité, la gauche dit il faut mettre des flics partout, la droite dit non, il ne faut pas en mettre partout, eh bien, l'électeur, qu'il soit de gauche ou de droite, va choisir une option de droite ou une option de gauche. Il va choisir une proposition dans un thème. Résultat des courses. À la fin, vous aurez quoi? Eh bien, vous aurez un mélange, un panachage entre les voix. Vous aurez plus des électeurs de gauche qui vont se battre contre des électeurs de droite, mais vous aurez des gens, expression directe, qui auront choisi, sous forme d'un sondage orienté, là,
il y aura donc une majorité qui va se dégager par rapport à ce thème. Bien. Mais ça ne nous donne pas quelqu'un qui va prendre les commandes, un maire ou un président de la République. Alors, on vote. Après ce premier vote d'approche par rapport au thème et par rapport aux propositions qui ressortent sous forme de pourcentage, on va voter pour un homme qui va ne plus avoir d'étiquette politique, mais qui va se présenter sur un programme par rapport au résultat du vote. Et là, on supprime les étiquettes politiques. Ce gars-là, il se retrouve dans un conseil municipal, il se retrouve à l'Assemblée nationale, il n'est plus encarté, il est libre de son choix. C'est la liberté. Expression directe. Expression directe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on vote pour le mariage pour tous, eh ben on vote pas bêtement à gauche parce qu'on est de gauche, ou bêtement à droite parce qu'on est de droite. On vote en son âme et conscience. Et ça change tout. Et les gens ne sont plus de droite et de gauche. Alors, cette approche-là, elle permet de supprimer les partis politiques, les supprimer au niveau de la guerre, au niveau, je m'explique bien, au niveau de la guerre des chefs. En revanche, à mon avis, là, on obtient une forme de démocratie réelle et directe qui exprime beaucoup la volonté du peuple. Voilà, alors j'ai 5 minutes, mais je pense que ça serait une manière de nous faire repartir du bon pied en travaillant sur nos problèmes et non pas en nous battant continuellement, quoi. Voilà. Okay. Merci, monsieur. Voilà, je vous en prie. Voilà, alors j'ai amené des bouquins, ça coûte 9,50 € si vous voulez. Ok. Bon, merci infiniment. Je voudrais profiter de cette intervention pour rappeler, je pense que pas beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de le voir, mais il y a quelques mois, j'avais eu une idée tout à fait iconoclaste. Lorsque notre précédent pape avait décidé qu'il partait à la retraite, on est parti bien sûr dans une opération d'élection d'un nouveau pape. Et j'avoue franchement, à mon corps défendant, que je m'étais jamais vraiment penché sur cette idée-là. Et quand je me suis rendu compte de la manière selon laquelle on allait élire le nouveau pape, là je suis tombé de ma chaise et je me suis dit, mais c'est une idée géniale. Qui consiste, alors je vous le dis en 2 mots, mais il faut se rappeler un petit peu ce qui se passe. En fait, on va réunir des gens qui viennent de tous les coins du monde, qui ne se connaissent pas. Ils sont une centaine. Et comment vont-ils élire un pape? Eh bien, ils vont l'élire sur le principe tout bête et tout simple, théoriquement, que qu'est-ce qu'il faudrait que ce pape fasse dans la période où il va avoir son pontificat. À partir du moment où ils ont établi un programme, eh bien, ils se disent derrière, quel est parmi nous le personnage qui pourra porter ce programme. Alors, vous voyez, là, il n'y a plus de parti politique. Il y a simplement des idées, des choses à faire, et on choisit l'homme qui va porter ce programme. Alors là, je vous avais dit, je vous ai prévenu, c'est totalement iconoclaste, on ne peut pas le mettre en place tout de suite, mais peut-être faudrait-il y penser. Je vais donner la parole à notre ami Patrick de Cazeneuve, qui va parler un peu moins longtemps que d'habitude, mais comme ce qu'il dit est en général très condensé et très sérieux, on va l'écouter quand même religieusement. Merci Jacques. Alors je ne sais pas si ce que je dis est toujours très intéressant, mais ce que je dis, j'y crois. Alors, pour repartir sur ce qui a été dit tout à l'heure, si on désigne l'ennemi, il est évident que pour Frédéric Bastiat et pour moi-même, l'ennemi c'est le socialisme. Le socialisme, c'est ce qu'on appelle la spoliation légale. Les règlements qui vous volent votre vie inclus. C'est-à-dire à partir du moment où vous ne pouvez plus choisir librement la vie que vous voulez, vous êtes dans un socialisme et on vous spolie. Bon. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est la spoliation légale dans le domaine de la santé.
Le sujet, c'est la libre disposition des revenus pour le libre choix de la couverture sociale. Alors, j'ai écrit un petit livre qui est très intéressant et mon éditeur est là, donc il faut que je vous le montre. Il s'appelle « Sécu, comment faire mieux ?» parce que contrairement à ce que croient beaucoup de Français, on peut faire mieux que la Sécu actuelle et ce n'est pas très difficile. Jean vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un mouvement qui s'appelait « Comment sortir de la sécurité sociale ?» c'est Claude Reichmann qui l'a fondé il y a plus de 20 ans. Alors, quand j'ai réfléchi à ce thème, je me suis dit, où attaquer nos ennemis? Jean a dit, nous avons des ennemis. Où attaquer nos ennemis? Alors, nos ennemis, ils ont un point, ils sont forts dans l'empathie, c'est-à-dire qu'ils sont pour les pauvres, ils sont pour les malheureux, ils sont pour les indigents. Alors, ils disent pas que c'est eux qui les créent, mais ils sont pour les aider. Voilà. En piquant l'argent aux méchants. Les méchants, c'est les riches, les libéraux et les autres. Alors moi, je me suis dit, depuis le temps que nous existons, dans d'autres pays où les systèmes sont mis en place, nous avons la preuve qu'un système de libre choix est bien meilleur pour les pauvres. D'abord, il y en a beaucoup moins, et ensuite, ceux qui existent sont bien plus aidés. La pauvreté est transitoire, et un pays de libre choix n'a jamais empêché quelqu'un de se faire soigner. Donc, première chose. Deuxième chose, il faut que ça intéresse tout le monde. Parce que partir de la sécu aujourd'hui, oui, c'est possible. Mais malheureusement, ça n'intéresse pas tout le monde. Je vais vous citer une anecdote. Vous savez que notre merveilleux gouvernement veut piquer encore plus de sous aux Français. Donc, il va augmenter la CSG, en particulier des retraités. Alors, CSG, c'est contribution sociale généralisée, c'est pour la sécu, dans son ensemble. Et ce matin, sur Europe 1, dans ma voiture, j'ai entendu une vieille dame qui était retraitée, qui a été interrogée, et on lui a dit qu'on allait passer son CSG de 6,5 à 7,5 de tête. Ça lui coûtait 40 € par mois. Et la mamie a dit, oui, mais c'est 40 € par mois. Moi, j'en ai besoin. Parce que j'en ai besoin pour me soigner. Ce qui veut dire, la sécu telle qu'elle existe ne permet pas à tout le monde de se soigner, et quand on augmente les impôts, soi-disant pour permettre aux gens de se soigner, pour sauver la sécu, on empêche les gens de se soigner. Donc c'est vraiment le diable qui se mord, le chat qui se mord la queue. On n'en s'en sort pas. Donc il fallait quelque chose qui intéresse tout le monde. Alors il y a à mon avis, il y a 3 thèmes qui intéressent tout le monde. Les sous, l'intérêt personnel, pour faire très simple, c'est les sous, et le toit sur la tête. Si vous n'avez pas de toit sur la tête, vous ne veillerez pas votre cholestérol. Si vous n'avez pas de toit sur la tête, vous ne veillerez pas votre santé. Et ça, je le vois tous les jours dans mon cabinet médical, des gens qui sont remboursés, qui n'ont pas fait les soins nécessaires, parce qu'ils ont tellement de problèmes entre le chômage et le logement que c'est passé à côté. Donc, première chose à faire, si vous voulez aider les gens à accéder aux soins avec la libre disposition de leurs revenus et de leur vie, il faut leur permettre d'avoir un toit sur la tête. Comme disait Jacques tout à l'heure, le toit sur la tête, ça passe par la suppression du permis de construire, chacun fait ce qu'il veut de sa propriété et il alloue à qui il veut, au prix où il veut. Point final, c'est pas la peine d'aller plus loin. La deuxième chose, c'est les sous. Pour pouvoir vous assurer et vous soigner, il faut que vous ayez les moyens. Actuellement, vous payez 2 fois, au moins 2 fois. Vous payez une fois pour la sécu, sans qu'on vous demande votre avis, on vous pique vos sous, ça s'appelle les charges sociales, obligatoires. Si vous ne les payez pas, vous êtes sanctionné. Et puis, il y en a d'autres. Vous avez la CSG, vous avez la petite vignette sur les bouteilles d'alcool, vous avez les petites vignettes sur les bouteilles sur le tabac, etc. Donc, vous payez plein de fois. Et vous repayez votre mutuelle. Ça veut dire que vous avez 2 interlocuteurs. Et 2 interlocuteurs, ça coûte beaucoup plus cher qu'un interlocuteur. Donc, si on vous rend vos sous, alors ça s'appelle le salaire complet pour les salariés, ça s'appelle la libre disposition des revenus pour ceux qui n'ont pas le salaire complet. Par exemple, pour moi qui suis un libéral, c'est, oui, dans mon métier, enfin, je suis un métier dont l'alibi est libéral, mais je suis un employé de la Sécu, officieusement, puisque c'est elle qui me fixe tout, sauf mon temps de travail. Donc, pour moi, le salaire complet ou les revenus complets, c'est l'intégralité de mes revenus, mon chiffre d'affaires, duquel j'ai déduit les sommes nécessaires au fonctionnement d'un cabinet. Alors les impôts ne sont pas nécessaires au fonctionnement du cabinet. Et pour les personnes qui n'ont pas de revenus, pour les personnes qui sont des retraités, comme la dame que nous avons dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien l'intégralité des revenus, c'est sa pension, quelle qu'elle soit. On lui rend tout. Et une fois qu'on lui a tout rendu, on lui prend pas. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre des sous à 57% de prélèvement, de prendre des sous pour financer une formation qui ne font personne. Ça sert à rien de financer des dépenses de santé qui ne concernent pas des gens qui ont cotisé. Tout ça, ça sert à rien.
Donc, le seul impôt qui existe, et Frédéric Bastiat en a parlé très très vite, très très rapidement déjà au XIXe siècle, ça s'appelle, les Américains l'ont redécouvert, ça s'appelle la flat tax. C'est un impôt faible, proportionnel, unique, sans niche, sans privilège ni rien. Alors, évidemment, quand on va dire à un homme politique ou un socialiste, pas de privilège, il va dire bien sûr, mais sauf que lui, les privilèges, il s'en sert pour acheter ses clients. Donc, bien évidemment, un impôt qui n'achète personne, ça va pas marcher. Bon, nous avons quand même la possibilité, par la libre disposition des revenus, avec de laisser la totalité de leur argent aux gens, de ne pas leur en prendre, et une fois qu'ils ont la totalité de leurs revenus et le toit sur la tête, ils peuvent s'assurer. Et bien entendu, là on retombe dans une concurrence comme Jean-Claude Reichmann le demande. C'est très simple à faire. Le monopole, officiellement, légalement on va dire, le monopole est aboli. Donc, mettons-le en place. Alors, c'est du Sud-Ouest. Mettons-le en place, ce qui veut dire que le système actuel ne peut pas accepter les fuites. Parce que s'il y a des fuites, des recettes s'en vont. Et comme c'est un système de cavalerie, les recettes sont immédiatement dépensées dans les prestations des gens qui arrivent. S'il y a des fuites, ça marche pas. Si les gens sortent, l'avantage qu'il y aura, c'est que le système va s'effondrer plus vite. Et à ce moment-là, il faudra le remettre à plat. Et si vous voulez le remettre à plat, tout est prévu là. Vous avez, je vous ai proposé la libre disposition des revenus pour la concurrence d'assurance. N'oubliez pas l'empathie. Quelque chose qui concerne tout le monde, c'est le filet de sécurité. Tout le monde peut se casser la figure un jour, n'importe qui, quelle qu'en soit la cause. Et pas une aide à la personne, pas une aide à la structure, une aide à la personne. C'est vous qu'on aide, vous avez besoin, on vous aide. Cette aide peut prendre la forme d'un chèque santé. Parce qu'il n'y a pas de raison que parce que vous êtes pauvre, que vous êtes cassé la figure à un moment ou un autre de votre vie, vous ne puissiez pas avoir accès au libre choix. Quelqu'un qui aura ses revenus peut choisir. Pourquoi quelqu'un qui n'aurait pas ses revenus ne pourrait-il pas choisir? Il peut le faire parce qu'il y a un chèque santé. Vous pouvez choisir aussi de ne pas vous assurer à 100%. Actuellement, c'est une usine à gaz, le remboursement à 100%. Vous avez vos sous, vous choisissez. Si vous choisissez ce qu'on appelle actuellement un ticket modérateur qui vous est imposé, vous pouvez le choisir avec un système qu'on appelle le compte épargne santé. Vous mettez ce que vous voulez sur une compte épargne, ça vous permet de réduire vos cotisations de l'assurance en disant, si j'ai un pépin, mon compte épargne santé prendra le relais. Donc vous voyez, ce qui est la libre disposition des revenus pour le libre choix de la couverture sociale, c'est quelque chose d'assez complet, d'assez empathique, puisque les personnes qui sont dans la nécessité, dans la difficulté, dans la pauvreté, dans l'indigence, sont prises en charge, sont aidées. Les personnes qui sont actives, dynamiques, peuvent à ce moment-là tirer la machine économique. Il n'y a plus de charge, il y a de l'épargne, et cette épargne finance la croissance. J'ai fait mes 5 minutes? Bravo Patrick, comme toujours tu as été très concis. Je voudrais donc donner la parole à Julien, qui va peut-être nous parler un petit peu de, vous savez, ce pins là que j'ai accroché à ma veste, qui est déjà un peu trop gros parce qu'il va falloir le réduire, puisque c'est tout ce qui nous reste quand on a gagné 1 euro. Tu veux parler de là-bas, Julien? Oui, ça sera plus simple, on gagne du temps comme ça. Ok, vas-y. Merci Jacques d'inviter Contribuables Associés à chaque fois à cette réunion. Bonsoir à tous. Je vais être assez rapide. Oui, donc le pins, le symbole de contribuable, qui est un demi-euro en fait, qui il y a une vingtaine d'années quand Contribuable s'est créé, qui délivrait le message, un demi-euro, c'est ce qui vous reste quand l'État est passé par là, en poche. Donc évidemment, maintenant, avec 57% de dépenses publiques, il faudrait limer le pins. Donc, je vais vous parler juste de notre prochaine opération. Je vais juste me mettre ici pour pas avoir le spot dans l'œil. Oui. Donc la publicité est mensongère puisque je vous parle de la future date de libération fiscale que je n'ai pas. Donc c'était pour vous attirer, mais je ne vous la donnerai pas ce soir puisqu'en fait elle est calculée à partir des chiffres de l'OCDE et ils ne nous les ont pas encore rendus publics. Mais je vais juste réexpliquer en 2 mots le concept et vous dire ce qu'on fait avec et puis vous laisser après l'outil entre les mains. Donc, un peu comme dans la philosophie d'à peu près toutes les opérations de contribuables associés, c'est d'essayer de créer des messages simples, certains diraient simplistes, pour alerter l'opinion publique, Madame Michu, du problème et du danger de l'État et des hommes politiques qui dépensent l'argent à la place et mal à la place des contribuables.
Donc autant l'Argus des communes s'inscrivait dans la logique de faire pression sur les maires pour diminuer la dépense locale, autant le jour de libération fiscale, qu'on appelle aussi le jour de libération du contribuable, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, cherche à alerter l'opinion sur la somme d'argent que dépense l'État à la place de vous et moi. En fait, faire prendre conscience à chacun d'entre nous que, en fait, l'argent qu'on a, c'est une toute petite partie de ce qu'on a véritablement gagné à la sueur de son front. Donc le jour de libération fiscale est calculé par contribuable associé sur le niveau, grosso modo, de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc ça fait un pourcentage, 57% cette année. Il suffit de le convertir en jours. Et 57%, ça nous fait plus de 6 mois de travail ou de cotisation qui tombent dans la poche de l'État. Et donc le jour où on arrête de payer pour la collectivité et pour les services plutôt mal rendus par la collectivité, nous sommes libres et nous pouvons enfin dispenser de l'argent qui nous reste pour payer notre loyer et choisir la couleur de notre voiture. Donc cette année, il tombera, je pense qu'on va battre encore un record. On était le 24 juillet l'année dernière. On a eu un record sous Sarkozy avec le 27 juillet. Cette année, on devrait être autour du 24. Je pense qu'Hollande va battre à peu près tous les records de la 5e République. Donc, on devrait dépasser l'ambition. Je pense que son ambition, c'est d'arriver en août, pour vraiment nous la mettre. Donc l'idée, c'est que ce jour de libération fiscale, il tombe dans un temps mort de la communication médiatique. Tout le monde commence à partir en vacances. Les journalistes ont un peu ont rien comme papier à part les chats crevés pour remplir leur colonne. Et donc il y a une opportunité de juste saisir cette notion de jour de libération fiscale pour écrire une tribune, pour venir sur un plateau. Vous n'êtes pas obligé d'être chez Contribuable Associé pour en parler. L'idée, c'est que autour du 25 juillet, les journalistes sont attentifs à cet événement. Ils sont pas au courant que ça arrive, mais si on leur parle du jour de libération fiscale, ils disent tiens, ça fait un sujet pour midi, ça fait un sujet pour le 20h ou pour dimanche. Et donc, dans les tribunes, comme il y a plus personne qui écrit des tribunes en été puisque tout le monde est en vacances, ça vous permet de glisser une tribune et de dire d'utiliser en fait ce créneau pour dire on est libéré le 25 juillet, youpi. L'État dépense trop d'argent et derrière on déroule évidemment la logique libérale qui est donc trop d'État, pas assez de liberté et chacun sur la santé, sur l'éducation, sur son centre d'intérêt peut dérouler son argumentaire. Donc en fait c'est juste un moyen de com mais qui a le mérite d'être simple et de fonctionner. On l'a sorti cette année. Enfin, pour la deuxième année de suite, d'un autre outil qui est le calculateur de jours de libération fiscale. Donc, c'est un petit algorithme tout simple en ligne. Vous pouvez y accéder à partir du site www.contribuable avec un s.org, qui vous permet, à partir de ce que vous payez à l'État et ce que vous dépensez, donc vous rentrez votre salaire, vous rentrez vos impôts, on a fait assez simple, vous rentrez votre consommation, votre TIPP et votre ISF si vous avez la malchance de le payer. Et ça vous calcule en jours ce que vous avez donné à l'État, et vous savez si vous êtes libéré avant ou après les autres. Donc en gros en juillet, avant juillet ou après juillet, ce qui vous permet de savoir si vous devez fuir la France en fait ou continuer à raquer et vous battre. C'est un petit outil qui est tout bête, qui a le mérite, en gros il faut 5 chiffres en tête, on sait à peu près combien on se fait voler chaque année par l'État, donc là c'est le moment en plus, vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous savez à peu près ce que vous gagnez par mois, grosso modo ce que vous payez. Et donc très très vite, on a juste un petit calcul et qui permet derrière, avec les réseaux sociaux, les petits outils classiques de partage, de faire marcher le buzz en fait et en gros de faire parler d'un sujet qui est un peu technique, la dépense publique dont tout le monde se fiche, en parlant au portefeuille, en parlant à l'impôt, à ce qui vous reste en main une fois que l'État est passé par là, ça permet finalement de faire tourner le message. J'ai des cartes si vous voulez mes coordonnées, si vous voulez qu'on vous mette dans la boucle pour vous tenir juste avant notre communiqué de presse officiel du jour de libération fiscale. Bon, alors c'est calculé à partir de l'OCDE, donc ceux qui sont malins et qui savent chercher les chiffres, vous les trouverez. Mais comme on le calculera à votre place, n'hésitez pas à rentrer dans la boucle pour diffuser le message, nous demander des tribunes, passer des tribunes à l'occasion aussi, si vous voulez. Enfin, je vous file toutes les données. J'en ai fini. Merci infiniment, Julien. Moi, j'ajouterais que Julien, qui, comme vous l'avez compris, fait partie des contribuables associés, il fait un travail extraordinaire, sort régulièrement de nouveaux programmes. Dernièrement, c'était le programme sur les communes. Là, bien sûr, c'est le programme classique qui revient chaque année, du jour où nous sommes libérés de nos contingences fiscales. Voilà, j'ai